fait, nous venons de voter cette loi et le chef de l'État l'a promulguée il y a 2 jours, signe de la volonté du chef de l'État d'amener le peuple congolais aux élections le 23 décembre. Et cette loi, bien évidemment, ne fait pas le bonheur de tout le monde parce que nous avons constaté qu'il y a des circonscriptions électorales qui ont perdu des sièges, d'autres en ont gagné. C'est du reste le cas pour ma circonscription électorale, le Rutshuru, où on a perdu un siège à cause de l'insécurité persistante dans cette partie de la République, où des électeurs ont préféré certains aller s'enrôler à Massissi, ou d'autres à Lubero, où ils faisaient un peu mieux vivre qu'en territoire de Rutshuru. Et c'est l'occasion, encore une fois, d'appeler toutes les autorités à s'impliquer davantage pour régler ces problèmes des conflits, des maïmaï, des problèmes de kidnapping qui persistent et qui doivent absolument être réglés pour permettre à la population de Rutshuru de vivre paisiblement. Mais revenons à la nation congolaise. Je suis élu de la nation congolaise. Et donc, je disais que nous dirigeons de manière certaine vers les élections au 23 décembre de cette année. Et cette loi, comme je viens de le dire, vient parachever l'arsenal juridique qui était nécessaire pour organiser les élections. La loi électorale a déjà été promulguée, le fichier électoral existe, il a été nettoyé et la loi sur l'imposition des sièges est venue tout couronner. Et donc, aux sceptiques qu'ils comprennent bien que nous dirigeons droit vers les élections le 23 décembre. Heureusement qu'en tant qu'élu de Rutshuru, vous avez pratiquement, en même temps en parlant de cette loi, vous avez lancé un SOS à l'endroit des autorités pour qu'on puisse un peu plus de près regarder la situation sécuritaire dans votre circonscription électorale qui a perdu un siège. Vous venez de parler des électeurs tout à l'heure. Certains observateurs pensent qu'on est allé trop vite, étant donné qu'il était prévu une commission ad hoc, un comité ad hoc, j'allais dire, pour essayer de nettoyer, ou comment on dit ça, auditer, voilà, auditer le fichier électoral. Beaucoup de contestations d'ailleurs autour de tout cela, au niveau de l'opposition, au niveau de la société civile. Certains pensent qu'il fallait absolument commencer par cet audit avant de promulguer la loi. Oui, c'est une opinion. Mais je crois que l'importance de l'audit est bien au-delà de ce que les gens pensent. L'audit ne signifie pas simplement regarder les chiffres. L'audit, c'est de voir si les élections pourront se dérouler matériellement, de quelle manière, de quels moyens techniques dispose la CENI pour permettre à chaque électeur, les jours dus, de pouvoir poser son acte. De quelle manière la CENI devra déployer son matériel sur le terrain, comment la CENI devra recueillir ces résultats pour les amener au niveau de la centrale électorale à Kinshasa, et de quelle manière on pourrait éventuellement publier ces résultats dans un temps plus record. Et donc cet audit qui vient de commencer depuis hier par l'Organisation internationale de la francophonie, qui a une bonne réputation, je le rappelle, parce que c'est elle, en 2015, qui nous a suggéré de revoir complètement le fichier électoral de 2011, parce qu'il y avait beaucoup de doublons, il y avait des cas de décès, il y avait des personnes non qualifiées qui étaient sur la liste électorale. Et du reste, c'est cet audit qui a fait en sorte qu'on retarde de cette manière les élections, parce qu'il fallait reprendre l'enrôlement des électeurs jusqu'au bout. Et donc, les résultats de cet audit aura un avantage, je l'espère, c'est rassurer tout le monde, que la CENI aurait bien fait son travail, de manière à ce que tout le monde fasse confiance à ces fichiers électoraux et aille aux élections en toute quiétude. Mais bien évidemment, on peut se poser la question, et si jamais l'audit révélait qu'il y a encore des doublons, qu'il y a encore des
des mineurs sur les fichiers et que cela aurait un impact quelconque sur le nombre de sièges à gauche, à droite, ben, je crois que les améliorations ne pourront pas avoir un effet sur les élections à avoir le 23 décembre. Parce que la loi sur la répartition des sièges est déjà votée. Ça pourrait permettre d'améliorer techniquement comment recueillir des informations, comment être plus rigoureux avec les gens de la CENI qui auraient permis de telles irrégularités. Mais je crois que ça n'aura pas comme impact d'empêcher à ce qu'on a aux élections ou qu'on revoie la répartition des sièges. Donc on peut se rassurer de ce point de vue-là. Il n'y aura pas une nouvelle loi. La loi qui va nous permettre d'aller aux élections, la loi électorale actuelle, la répartition des sièges, c'est celle que nous venons de voter et qui a été populée par les chefs de l'État, peu importe les résultats éventuels. Et moi, je suis confiant à la CENI. Je crois que le travail de doublage qui a été fait a été bien fait et qu'il ne devrait pas, de prime abord, avoir des inquiétudes quant à cela. Par contre, il y aura certainement à la fin de cet audit, le 25 mai, un consensus, une situation plus apaisée parce que autour de cet audit, vous savez bien qu'il y a les représentants de l'opposition, la majorité, la société civile, des partenaires au développement, pour permettre à ce que nous soyons tous rassurés et que, Dieu voulant, les élections se passent dans les meilleures conditions. En parlant de la loi de la répartition des sièges, la CENI, après l'évaluation de l'enrôlement des électeurs, avait déjà fait observer qu'il y avait presque 900 000 mineurs qui sont enrôlés, presque 5 millions de doublons. Est-ce que cela a été pris en compte, vous qui êtes honorable député qui avez discuté sur cette loi, bien avant la répartition des sièges, ou ces dépassements étaient écartés avant de voter la loi ou de discuter sur la loi? Oui, on a dû bien évidemment élaguer toutes ces personnes du fichier électoral parce que vous vous souviendrez que les chiffres avant le doublonnage étaient autour de 46 millions d'électeurs et nous sommes descendus à 40 millions. Ce qui veut dire qu'on a élagué ces personnes des fichiers. En même temps, vous avez suivi dans vos propres médias que les responsables de la CENI sont allés dans les cours et tribunaux pour traduire en justice les auteurs de cette fraude, que ce soit les personnes qui sont enregistrées plus d'une fois sur les listes électorales, mais bientôt suivront aussi les agents de la CENI qui auraient permis un tel acte de fraude au niveau de l'enregistrement des électeurs. Donc, le fichier actuel ne contient pas les doublons ou les mineurs qui ont été indexés dans l'opération de doublonnage faite par la CENI. Alors, au niveau du PPRD, quel est le message aujourd'hui du Parti du Peuple pour la reconstruction et le développement à l'ensemble de tous ses adhérents, ses membres? Le message est clair, nous nous préparons aux élections. Vous avez vu notre déploiement dans tous les coins de la ville de Kinshasa pendant presque un mois, où les gens disaient que le PPRD était impopulaire, mais vous vous êtes rendu compte qu'à chaque manifestation, nous réunissions plus de gens que toute l'opposition réunie. C'est vous dire que le PPRD a pris l'assaut de la ville de Kinshasa d'abord, et pendant que je vous parle, le PPRD est en train de prendre l'assaut de l'ancienne province de l'Équateur pour redynamiser ses activités. Le secrétaire permanent est arrivé hier à Mbandaka. Vous avez vu le bain de foule, vous avez vu les grands meetings qu'il a tenus à Mbandaka. Il ira à Guadolite, à Guémena et dans d'autres grandes villes de l'ancien Équateur. Mais au même moment, une autre délégation est allée dans les Grands Katanga sous la conduite du secrétaire permanent adjoint Luquin Kassongo Diavita. Et là aussi, nous sommes en train de redynamiser les partis. Bientôt, ce sera le tour du Grand Kasaï et certainement vers la fin de la semaine prochaine pour ce qui concerne les Grands Kivu. Et nous continuerons au fur et à mesure. Si on ne croit pas aux élections, on ne peut pas déployer autant de moyens, on ne peut pas déployer autant d'énergie pour préparer les élections, pour remettre ces militants sur les rangs. Donc le premier parti qui croit aux élections, c'est le PPRD. Il les démontre par les actes de tous les jours. Sera le premier parti à déposer les listes de ses candidats à la CENI. À tous les niveaux, bien sûr en respectant les échéances.
Les premières séances, c'est les dépôts des candidatures au niveau des élections provinciales, au mois de juin. Puis suivra au mois de juillet les dépôts de candidature à la députation nationale et à la présidentielle. Nous serons prêts à chaque étape et nous travaillons déjà sur nos listes pour pouvoir être prêts au mois de juin, je vais dire. Je ne connais plus la date, ça devrait être le 25 juin, pour que pour les députations provinciales, nos candidats soient connus. Et le 25 juillet, si je m'abuse sur les dates, les candidats députés nationaux et le candidat chef de l'État soient également connus. Parce que je considère que la majorité, c'est une plateforme où certainement vont se manifester plusieurs candidatures et nous verrons de quelle manière on va sélectionner pour en prendre un. Et donc, c'est des responsables d'État qui vont se manifester et l'un d'entre eux succédera au président actuel pour conduire la politique de la majorité présidentielle pour un prochain mandat et avec bien évidemment l'ambition de faire davantage de bien pour la population pour nous permettre de nous maintenir démocratiquement au pouvoir le plus longtemps possible. En parlant du PPRD, un de vos anciens collègues qui a dit qu'il quittait le PPRD, a fait une déclaration il n'y a pas longtemps. Il était toujours dans votre parti. Mais c'est ce que j'ai été surpris d'apprendre, parce que je sais que depuis 2015, Francis Kalombo, parce qu'il s'agit de lui, n'est plus avec nous. On le voit dans les médias, du reste, depuis 2015, en train de vilipender le PPRD. Et donc, son show là, c'est un non-événement pour nous. Nous savions déjà où il était, mais nous déplorons quand même son manque de sincérité quand il raconte dans les médias qu'il est parti par la voie de la MONUSCO. Pourtant, nous savons très bien qu'il était très malade avant de partir et que c'est le chef de l'État, le président de la République, Joseph Kabila, qui a donné les moyens pour que Francis Kalombo aille se faire soigner. Il aurait eu au moins la gentillesse de reconnaître ces faits-là. Mais bon, je crois qu'il est libre de partir. Il était déjà parti, personne ne l'a retenu. Comme nous savons, l'adhésion dans un parti politique est libre et on peut le quitter à tout moment. Mais je crois qu'il doit être honnête d'envoyer une lettre de démission et au PPRD et à l'Assemblée nationale, parce que les moyens par lesquels il s'est exprimé ne sont pas des moyens actuellement légaux pour attester d'une démission, particulièrement au niveau du Parlement. Sinon, je crois que le Parlement prendra des mesures pour constater. Du reste, une procédure était déjà en cours pour l'invalidation de tous les députés absentéistes. Nous savons bien que l'article 10 de la Constitution dit qu'un député qui s'absente à plus d'un quart des plénières d'une session, il est réputé démissionnaire. Donc Francis Kalombo était démissionnaire depuis 2015 parce qu'il n'assistait plus aux plénières de l'Assemblée nationale. Et donc je crois que c'est un petit show qu'il a voulu faire. Personne ne parlait plus de lui et il a profité d'une occasion pour qu'on les sorte des cendres et qu'on en parle un tout petit peu, mais je crois que ça ne durera pas très longtemps. On lui souhaite bon vent là où il va, mais nous estimons que le PPRD restera un parti fort avec ceux qui sont avec nous et ceux qui vont nous rejoindre. C'est ça la dynamique de la politique. Certains observateurs pensent plutôt qu'aux prochaines élections, ce ne sera pas facile d'être député en République démocratique du Congo, avec tout ce qu'il y a autour du seuil. François Nzekouye, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot là-dessus? Vous qui êtes député, qui votez les lois de la RDC. Oui, c'est vrai que ça ne sera pas facile d'être député avec la nouvelle loi, parce que ce n'est plus les performances individuelles qui comptent. Avec la proportionnelle telle que nous l'avons appliquée en 2006 et 2011, quand on est performant, on est sur une bonne liste, ça suffisait pour passer, même si votre parti n'est représenté que dans un seul secteur ou chefferie. Aujourd'hui, il faut que votre parti ait une représentation réelle au niveau national. Il faut obtenir 1% de voix exprimées sur toute l'étendue de la République. Et donc, ça veut dire que nous allons assainir les climats politiques où nous rencontrons aujourd'hui plus de 700 partis politiques. Nous espérons qu'à l'Assemblée nationale, nous puissions avoir moins de 30 partis politiques pour pouvoir avoir un jeu politique réel, pour qu'on sache qui est responsable de quoi, pour que les gens soient responsables de leur politique au niveau de l'Assemblée nationale et au gouvernement, pour qu'on puisse avoir une gestion cohérente. Aujourd'hui, on vous poserait la question, depuis 2006, qui sera comptable du bilan de gestion de notre État? Parce que
très particulièrement depuis 2011, nous vivons dans une cohabitation permanente avec les opposants. Et de manière plus explicite, depuis les dialogues de la CEDEAO, nous avons connu 2 premiers ministres de l'opposition, chefs du gouvernement. Et donc, premier responsable au niveau de l'Assemblée nationale de la gestion du pays. Et donc, quand il sera question de faire le bilan de ces mandats, on va donner les cartons rouges ouverts à qui? Voilà l'intérêt de cette loi, c'est de clarifier les choses, de faire en sorte qu'il se dégage une réelle majorité au niveau de l'Assemblée nationale et qu'un camp puisse diriger et soit comptable devant le peuple pendant un temps donné, de manière à ce qu'on sache qui a fait quoi, qui est responsable de quoi. Et donc, les petits charlatans ou les populistes de tous bords doivent comprendre aujourd'hui que la politique ne se fait pas individuellement. La politique, c'est une vision d'un groupe de personnes pour amener un mieux-être à la population. Et donc, les indépendants, les individualistes et les petits partis tribaux ou familiaux n'ont plus la place dans l'arène politique de notre pays aujourd'hui avec la nouvelle loi que nous avons votée à l'Assemblée nationale. Il sera plus difficile d'être élu, mais les partis qui ont pignon sur rue dans l'ensemble du pays auront certainement plus de représentants au niveau de l'Assemblée nationale que les petits partis qui vont petit à petit disparaître de la scène politique congolaise. Merci beaucoup François Nzekouye pour cet éclairage. On va vous donner la parole pour votre dernier mot pour aujourd'hui. Moi, je vous remercie pour me prêter ces micros. Ça fait longtemps que je suis passé sur le digital Congo, mais je crois que nous devons dire à la population congolaise d'ouvrir les yeux, de comprendre que les changements dans un pays ne se font pas en un jour, de comprendre qu'il y a des contingences. Parfois, les impératifs sécuritaires peuvent supplanter le développement. On ne développe pas un pays qui est à feu et à sang. Il doit être stabilisé. Et que la vie des peuples congolais est plus importante que le manger ou les routes. Et que le mandat actuel du chef de l'État a été jalonné de beaucoup de problèmes sécuritaires. Tant à l'est de la République du Congo, au nord Kivu, au sud Kivu, au Maniema même par moment, mais au nord du Katanga. Et donc, ces impératifs sécuritaires, au Kasaï, j'ai failli oublier, avec le Kabouina Sapou, ont fait que, par moment, le peuple a eu l'impression que la majorité au pouvoir ne s'est pas suffisamment occupée de lui. Mais ce n'est qu'une illusion, parce qu'on ne pouvait pas accepter de construire des routes là où on coupe les têtes des gens au Kasaï. On ne pouvait pas accepter de faire les routes à Rutshuru pendant que des Maï tuent des paysans citoyens ou au Grand Nord ou à Beni où les ADF sont en train d'égorger des personnes. Donc, nous devons nous unir ensemble pour ramener la paix dans notre pays et certainement les moyens se dégageront pour amener plus de développement pour le bien de chacun d'entre nous.